Le soleil déclinait doucement sur Annecy, peignant le ciel de teintes orangées qui se reflétaient sur les eaux cristallines du lac. Éric Dumont ajusta son uniforme de police tout en contemplant le paysage qui s'étendait devant lui. À 42 ans, il connaissait chaque recoin de cette ville pittoresque des Alpes françaises comme sa poche, chaque sentier, chaque zone boisée qui bordait les quartiers résidentiels. Ce soir-là, sa patrouille le menait le long d'une route sinueuse bordant la forêt. L'air était particulièrement doux pour un début d'automne, et les derniers rayons du soleil filtraient à travers les branches des arbres centenaires. Éric ralentit sa voiture de service, son attention attirée par un mouvement inhabituel sur le bas-côté. Ce qu'il découvrit le figea sur place, une ours et ses 3 oursons se tenaient à la lisière de la forêt, visiblement désorientés par le trafic routier. Le spectacle était à la fois magnifique et inquiétant. L'ours, massive et majestueuse, semblait hésiter, son regard alternant entre la route fréquentée et ses petits qui s'agitaient autour d'elle. Les véhicules passaient à vive allure, inconscients du drame qui se jouait à quelques mètres. Éric remarqua immédiatement que 2 des oursons semblaient plus chétifs que le 3e, leur mouvement trahissant une certaine faiblesse. Sans perdre un instant, il activa les gyrophares de sa voiture et se positionna stratégiquement pour ralentir la circulation. Ses années d'expérience dans la police lui avaient appris à gérer les situations délicates, mais celle-ci était particulièrement unique. Il contacta immédiatement le centre de secours de la faune sauvage tout en maintenant une distance respectueuse avec les animaux. Pendant qu'il attendait les renforts, Éric observa plus attentivement la scène. Quelque chose dans le comportement de l'ours l'intriguait. Elle semblait particulièrement agitée, reniflant l'air avec insistance. C'est alors qu'il remarqua des traces dans la boue près de la route, des empreintes qui n'appartenaient ni à l'ours ni à ses petits. Des empreintes plus grandes, plus menaçantes. La situation prenait une tournure plus complexe. Non seulement cette famille d'ours devait traverser une route dangereuse, mais elle semblait également fuir quelque chose. Ou quelqu'un. Les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière les montagnes, plongeant la scène dans une semi-pénombre qui rendait la situation encore plus précaire. Le vrombissement des voitures qui passaient contrastait avec les petits gémissements des oursons. Éric pouvait voir la détresse dans les yeux de la mère, une détresse qui résonnait étrangement avec sa propre mission de protecteur. Alors qu'il attendait l'arrivée des spécialistes, il ne pouvait s'empêcher de penser que cette rencontre allait marquer un tournant dans sa carrière, et peut-être même dans sa vie. Diez chapitre 2, les premiers soupçons. L'arrivée de l'équipe de secours de la faune sauvage brisa le silence tendu qui s'était installé. 3 véhicules tout-terrain se garèrent à distance respectueuse, leurs phares illuminant la scène. Le docteur Sophie Mercier, vétérinaire spécialisée dans la faune sauvage, s'approcha d'Éric d'un pas assuré. Son visage trahissait une inquiétude qu'elle tentait de masquer derrière son professionnalisme. « Agent Dumont, la situation est plus complexe que nous le pensions, » murmura-t-elle après avoir observé les animaux à travers ses jumelles. Les 2 oursons plus faibles présentent des signes d'intoxication. Ce n'est pas naturel. L'équipe mit en place un périmètre de sécurité pendant que Sophie expliquait la situation à Éric. Les symptômes observés chez les oursons correspondaient à une exposition à des substances toxiques. Cette révélation fit naître un sentiment de colère chez Éric. Annecy, sa ville bien-aimée, cachait-elle un secret plus sombre sous sa façade pittoresque? La capture des 2 oursons malades fut une opération délicate. L'ours, malgré sa détresse évidente, semblait comprendre que les humains tentaient d'aider ses petits. Elle maintint une distance, observant la scène avec une intelligence qui frappa Éric. Le 3e ourson, plus vigoureux, resta près de sa mère, tandis que ses frères étaient délicatement placés dans des cages de transport spécialisées. Pendant que l'équipe vétérinaire s'occupait des oursons, Éric décida d'explorer les environs. Équipé d'une lampe torche, il suivit les traces qu'il avait repérées plus tôt. Elles le menèrent à une clairière dissimulée, où il fit une découverte troublante, des bidons abandonnés, certains encore suintant d'un liquide suspect. L'odeur âcre qui s'en dégageait lui piqua les narines. Un touriste qui passait par là avait filmé toute la scène de sauvetage. Sans qu'Éric ne le sache encore, la vidéo était déjà en train de devenir virale sur les réseaux sociaux. La ville tranquille d'Annecy allait bientôt se retrouver sous les projecteurs nationaux. De retour au centre de secours, les premiers examens des oursons confirmèrent les soupçons de Sophie. Des traces de produits chimiques industriels furent détectées dans leur organisme. Ces substances ne se trouvent pas naturellement dans leur habitat, expliqua Sophie en montrant les résultats à Éric. Quelqu'un pollue délibérément la région. Cette révélation marqua un tournant dans l'affaire.
Ce qui avait commencé comme un simple sauvetage d'animaux sauvages se transformait en une enquête environnementale. Eric sentait qu'il venait de mettre le doigt sur quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait le cadre de ses fonctions habituelles. Alors qu'il quittait le centre ce soir-là, son téléphone vibra. C'était un message d'un ancien collègue travaillant à la mairie, « Il faut qu'on parle. Ce que tu as découvert aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. » Le message était accompagné d'une série de documents confidentiels qui allaient changer le cours de son enquête. Diez chapitre 3, la vérité cachée. Les documents envoyés par son collègue de la mairie, Pierre Laurent, révélaient une histoire troublante. Des rapports d'inspection environnementale, soigneusement dissimulés, montraient que plusieurs entreprises de la région avaient été exemptées de contrôles rigoureux ces dernières années. La plus importante d'entre elles, Industrie Tech, possédait une usine située précisément dans la zone où l'ours et ses petits avaient été trouvés. Le lendemain matin, Eric se rendit au bureau de Pierre. Son ancien collègue, désormais responsable du service environnemental de la mairie, semblait avoir vieilli de 10 ans. « J'ai essayé de sonner l'alarme pendant des mois, confia-t-il, sa voix tremblant légèrement. Mais chaque fois que je soulevais la question, mes rapports disparaissaient mystérieusement. » Pendant ce temps, au centre de réhabilitation, Sophie travaillait sans relâche pour sauver les oursons. Les analyses approfondies révélaient des taux alarmants de produits chimiques utilisés dans la fabrication de composants électroniques, la spécialité d'Industrie Tech. Les petits ours luttaient courageusement, mais leur état restait préoccupant. La vidéo du sauvetage, devenue virale, attirait maintenant l'attention des médias nationaux. Des journalistes commençaient à affluer à Annecy, posant des questions sur la présence inhabituelle d'ours malades si près des zones urbaines. La pression montait sur les autorités locales. Eric décida de mener sa propre enquête discrète. Accompagné de Sophie, il retourna sur les lieux de la découverte des ours. Cette fois, équipé de matériel d'échantillonnage, ils prélevèrent des spécimens de sol et d'eau. Les résultats furent sans appel, les mêmes substances toxiques que celles trouvées dans le sang des oursons étaient présentes dans l'environnement. Un soir, alors qu'il travaillait à Roposte, Eric reçut la visite inattendue d'une employée d'Industrie Tech. Marie Dubois, ingénieure environnementale, semblait nerveuse. « Je ne peux plus garder le silence, murmura-t-elle. L'entreprise a mis en place un système sophistiqué de déversement nocturne. Ils attendent les nuits de pluie pour rejeter les produits les plus toxiques, sachant que les traces seront plus difficiles à détecter. » Cette révélation coïncidait avec les observations des habitants du quartier qui avaient remarqué une activité inhabituelle les nuits d'orage. Les camions d'Industrie Tech, supposés être à l'arrêt, continuaient de circuler dans l'obscurité. La situation prit une nouvelle dimension lorsque Sophie découvrit que d'autres animaux sauvages de la région présentaient des symptômes similaires à ceux des oursons. Des analyses de routine sur des cerfs et des renards révélaient la présence des mêmes toxines. L'ampleur de la contamination dépassait leurs pires craintes. Mais ce qui inquiétait le plus Eric, c'était le silence assourdissant des autorités face à ces révélations. Pourquoi personne n'agissait-il? La réponse se trouvait peut-être dans les dernières pages du dossier de Pierre, une série de contrats liant Industrie Tech à plusieurs projets majeurs de développement de la région. L'entreprise était devenue trop importante pour être inquiétée, du moins jusqu'à présent. Diez chapitre 4, l'heure de vérité. L'affaire prit un tournant décisif lorsque la tempête du siècle s'abattit sur Annecy. Les prévisions météorologiques annonçaient des précipitations records, exactement le type de conditions qu'Industrie Tech utilisait pour dissimuler ses activités illégales. Eric et Sophie savaient que c'était leur chance de rassembler des preuves irréfutables. Au centre de réhabilitation, l'état d'un des oursons s'aggrava subitement. Les vétérinaires travaillaient sans relâche pour le stabiliser, mais les dégâts causés par les toxines semblaient irréversibles. Sophie passait ses nuits au chevet des petits ours, développant un lien particulier avec eux. Le plus fort des deux commença à montrer des signes encourageants de récupération, prenant soin de son frère malade d'une façon qui émouvait toute l'équipe. Cette nuit-là, Eric organisa une surveillance discrète autour de l'usine. Accompagnés de Pierre et de plusieurs agents de confiance, ils se positionnèrent stratégiquement sous la pluie battante. Leurs efforts furent récompensés, peu après minuit, une file de camions émergea des portes arrière de l'usine. Marie, l'ingénieure environnementale, leur avait fourni des informations cruciales sur les horaires et les itinéraires habituels des déversements. Équipés de caméras étanches et de dispositifs de prélèvement, ils suivirent les véhicules jusqu'à une zone isolée en bordure de forêt. Ce qu'ils découvrirent dépassait leurs pires craintes, un système élaboré de canalisation souterraine déversait directement les déchets toxiques dans les sols. Pendant ce temps,
la mobilisation citoyenne prenait de l'ampleur. La vidéo du sauvetage des ours avait déclenché une vague de témoignages d'habitants. Des agriculteurs locaux signalaient des problèmes inexpliqués avec leur culture, des pêcheurs rapportaient une diminution inquiétante du nombre de poissons dans les ruisseaux environnants. Le maire d'Annecy, sous la pression croissante de l'opinion publique, fut contraint de sortir de son silence. Lors d'une conférence de presse improvisée, il promit une enquête approfondie. Mais Éric et son équipe savaient que chaque minute comptait. Les preuves qu'ils avaient rassemblées cette nuit-là devaient être protégées. Dans un développement inattendu, plusieurs employés d'Industrie Tech, inspirés par le courage de Marie, commencèrent à se manifester. Ils apportèrent avec eux des documents internes, des emails et des rapports falsifiés qui prouvaient une conspiration s'étendant sur plusieurs années. Le puzzle commençait à prendre forme. L'histoire attira l'attention des médias nationaux. Une équipe de journalistes d'investigation arriva à Annecy, transformant l'affaire locale en scandale national. Les images des oursons malades, combinées aux preuves de pollution délibérée, créèrent une onde de choc dans tout le pays. La pression sur Industrie Tech et les autorités locales devenait insoutenable. La tempête médiatique qui s'abattit sur Annecy fut aussi puissante que l'orage de la nuit précédente. Les révélations d'Éric et de son équipe firent la une des journaux nationaux. Le scandale d'Annecy, comment une ville touristique est devenue le théâtre d'un désastre écologique, titrait Le Monde. Les images des oursons malades, symboles involontaires de cette catastrophe environnementale, touchèrent le cœur des Français. Industrie Tech tenta d'abord de minimiser les accusations, publiant un communiqué de presse niant toute responsabilité. Mais face à l'accumulation de preuves et aux témoignages de ses propres employés, l'entreprise se retrouva acculée. Le PDG fut contraint de démissionner, et le conseil d'administration annonça une restructuration complète des pratiques environnementales de l'entreprise. Au centre de réhabilitation, un miracle se produisait. Les oursons, sous les soins attentifs de Sophie et de son équipe, montraient des signes encourageants de rétablissement. Le plus faible des deux, que tous craignaient de perdre, commença à reprendre des forces. Son frère, devenu protecteur, ne le quittait pas d'une semelle, partageant même sa nourriture avec lui. La mobilisation citoyenne prit une ampleur inattendue. Des habitants de toute la région se portèrent volontaires pour participer au nettoyage des zones contaminées. Des associations environnementales organisèrent des ateliers de sensibilisation, et les écoles locales intégrèrent l'histoire des oursons dans leur programme d'éducation environnementale. Le maire, sous la pression populaire, dut prendre des mesures drastiques. Une commission spéciale fut créée pour réviser toutes les autorisations industrielles de la région. Les inspections environnementales devinrent plus fréquentes et plus rigoureuses. Pierre, l'ancien collègue d'Éric, fut nommé à la tête de cette commission, une reconnaissance tardive de ses années de combat solitaire. Marie Dubois, l'ingénieure qui avait eu le courage de dénoncer les pratiques d'Industrie Tech, devint une figure respectée de la protection environnementale. Elle fut sollicitée pour participer à l'élaboration de nouvelles normes de sécurité industrielle au niveau national. Son exemple inspira d'autres lanceurs d'alerte à travers le pays. L'ours, qui n'avait jamais vraiment quitté les environs du centre de réhabilitation, fut aperçu régulièrement dans la forêt voisine avec son ourson en bonne santé. Les experts confirmèrent qu'elle attendait le retour de ses deux autres petits. Cette patience et cet amour maternel touchèrent profondément la population locale, renforçant leur détermination à protéger leur environnement. Le grand jour était enfin arrivé. Après des semaines de soins intensifs, les deux oursons étaient prêts à retrouver leur famille. Le centre de réhabilitation bourdonnait d'activité, tandis que Sophie et son équipe préparaient minutieusement la réintroduction des petits dans leur habitat naturel. Les derniers examens confirmaient leur rétablissement complet, une victoire qui semblait impossible quelques semaines plus tôt. Éric, devenu une célébrité locale malgré lui, supervisait les opérations de sécurité. La nouvelle de la libération des oursons avait attiré une foule considérable, maintenue à distance respectueuse. Des caméras de télévision nationale étaient présentes pour documenter cet événement symbolique, qui marquait non seulement le sauvetage réussi de deux jeunes ours, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour Annecy. Le site choisi pour la libération était une clairière paisible, précédemment décontaminée grâce aux efforts collectifs de la communauté. Les experts avaient confirmé la présence régulière de l'ours et de son troisième petit dans cette zone. Le moment était parfait, un matin calme de printemps, avec une légère brume qui donnait à la scène un aspect presque mystique. Lorsque les cages de transport furent ouvertes, les oursons hésitèrent brièvement. Puis, guidés par leur instinct et les sons familiers de la forêt,
ils firent leur premier pas vers la liberté. Le plus fort des deux guidait son frère, maintenant rétabli, exactement comme il l'avait fait pendant leur convalescence. Les spectateurs retenaient leur souffle. Soudain, un mouvement dans les forêts attira l'attention de tous. L'ours émergea majestueusement de la forêt, suivi de près par son troisième petit. Les retrouvailles furent extraordinaires, les oursons coururent vers leur mère, qui les accueillit avec une tendresse évidente. La famille était enfin réunie, sous les yeux émus des présents. Cette histoire marqua un tournant décisif pour Annecy. La ville adopta des mesures environnementales parmi les plus strictes de France. Industrie Tech, sous une nouvelle direction, devint un modèle d'industrie verte, investissant massivement dans des technologies propres. Les zones forestières autour de la ville furent classées en réserve naturelle, garantissant leur protection pour les générations futures. Éric continua son travail de policier, mais avec une nouvelle mission, il fut nommé à la tête d'une unité spéciale de protection environnementale, la première du genre en France. Sophie développa un programme de suivi de la faune sauvage qui devint une référence internationale. Leur collaboration inspirait d'autres villes à adopter des mesures similaires. La famille d'ours devint le symbole de la résilience et du renouveau d'Annecy. Des caméras discrètes installées dans la forêt permettaient aux chercheurs de suivre leur évolution, et les images régulières de leur vie paisible rappelaient à tous l'importance de protéger notre environnement. Fin de l'histoire, chers auditeurs, l'histoire d'Éric et des ours d'Annecy nous rappelle que chacun d'entre nous peut faire la différence dans la protection de notre environnement. Pour continuer ce voyage émotionnel et découvrir d'autres histoires inspirantes sur la préservation de notre planète, nous avons créé une playlist spéciale que vous trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à cette vidéo. Chaque jour, nous partageons des récits uniques qui explorent la beauté et la complexité de notre monde. Rejoignez notre communauté engagée dans les commentaires et partagez vos propres expériences de protection de la nature. Ensemble, nous pouvons faire la différence.